C'est bientôt Noël, à Porto Palo, un petit village de Sicile. La procession de l'Immaculée Conception est un rendez-vous que personne ne manque. On y vient en famille, on se retrouve entre amis ou entre collègues. Ici, tout le monde est pêcheur, ou presque. Tous les habitants suivent la Vierge dans le dédale des ruelles. Bienvenue à Porto Palo, petit village hanté par le souvenir d'un naufrage fantôme. 283 victimes englouties il y a 14 ans, lors de la nuit de Noël 1996. L'affaire du naufrage fantôme a commencé dans les premiers jours de janvier 1997. Porto Palo, c'est un petit port de pêche de 3000 habitants, tout au sud de la Sicile. Après la terrible tempête de Noël 1996, les pêcheurs repartent en mer sur leur chalutier. Très vite, ils sont projetés dans un mauvais film d'horreur. Salvo Lupo faisait partie de l'armada des pêcheurs de Porto Palo. Nous sommes retournés pêcher les premiers jours du mois, c'était juste après le jour de l'an. Nous sommes sortis en mer, tous les bateaux en même temps. Et rapidement, on a trouvé des choses bizarres dans les filets. Il y avait des chaussures, des vêtements en tout genre. Il y avait aussi plein de cadavres. Des cadavres, on en voyait même en naviguant. Il y en avait même qui flottaient. Cette pêche macabre va durer des semaines. Mais les pêcheurs vont respecter une incroyable omerta. Ils décident de ne rien dire. En mer, lorsqu'ils communiquent par radio, ils inventent même un langage codé pour protéger leurs terribles secrets. Au début, je comprenais pas ce qui se disait. Ça parlait de thon à la radio. J'entendais dire qu'on pêchait des thons ici ou là. Mais les thons, c'était les cadavres. Je l'ai compris car moi, j'arrivais pas à en prendre des thons. Et pourtant, je connais bien mon métier. Je suis un bon pêcheur. Ça m'a pris un peu de temps pour comprendre qu'il parlait de cadavres. Comme ils ne savaient pas quoi faire des corps, ils ont fait la chose la plus simple et ils les ont rejetés à la mer. Au même moment, à 500 km de Porto Palo, sur le port de Naphthylion, en Grèce, la police arrête une trentaine d'hommes. Ils affirment avoir survécu à un naufrage. Quelques jours plus tôt, il y aurait eu des centaines de morts. Ces soi-disant rescapés sont tous des immigrés clandestins. Une agence de presse grecque relaie ces témoignages. En Italie, aucun média ne réagit, alors que le supposé naufrage aurait eu lieu au large de la Sicile. Mais un journaliste anglais basé à Rome, John Hooper, va s'intéresser à cette histoire. J'étais au début très sceptique vis-à-vis de cette histoire. Car un des problèmes, c'est que les immigrés clandestins mentent souvent sur ce qu'ils ont vécu. Car ils veulent générer de la sympathie, ou ils ont le sentiment que ça pourrait les aider de dissimuler d'où ils viennent, par exemple. Et tout un tas de raisons qui font qu'ils ne disent pas la vérité. John Hooper contacte malgré tout les autorités maritimes italiennes. Elles lui confirment qu'elles ont été avisées par la police grecque que des clandestins leur avaient raconté un incroyable naufrage entre la Sicile et Malte. Les Italiens affirment avoir mené des recherches début janvier 1997, un peu au hasard, dans une zone très étendue, une bande de mer que l'on appelle le canal de Sicile.
En général, il est facile de trouver les restes d'un naufrage comme celui-là, qui a eu lieu à proximité des côtes. Et plus vite on est prévenu, plus on a de chances de retrouver des traces. Sauf que là, on ne trouve rien. Strictement rien. Pas le moindre vêtement, pas la moindre bouée, pas le moindre cadavre. La mer ne parle pas. Aucun indice de ce naufrage fantôme. Les clandestins auraient-ils tout inventé? Et c'était la principale objection à cette affaire. Beaucoup de gens disaient dès le départ où étaient les preuves matérielles. Il n'y avait ni corps, ni épave. Et les experts m'ont dit qu'ils n'espéraient pas les découvrir compte tenu du peu d'informations dont ils disposaient. Le journal de John Hooper décide malgré tout d'envoyer des reporters en Grèce pour vérifier l'histoire. Les clandestins qui prétendent avoir survécu au naufrage sont pakistanais, indiens et sri-lankais. D'après leur récit, nous avons reconstitué ce qui se serait passé la nuit du 24 décembre 1996. Les clandestins se trouvent alors à bord d'un cargo de transport de poissons, le Johan. Ils sont entassés dans les cales depuis des semaines. Ils sont des centaines à attendre de rentrer illégalement en Europe. Vers 1h du matin, ils doivent être transbordés sur un plus petit bateau, le F-174, pour rejoindre la Sicile et les plages de Porto Palo. Mais cette nuit-là, la météo est très mauvaise. Au cours du transbordement, le Johan percute le petit bateau plein à craquer. Il aurait coulé avec toute sa cargaison de clandestins. Convaincu que l'histoire est vraie, le journal de John Hooper en fait sa une. Massacre en mer, des centaines d'immigrants disparaissent en Méditerranée. Si ce que disaient ces gens s'avérait vrai, on était en train de parler d'à peu près 300 victimes. Ça en faisait la plus grande catastrophe arrivée en mer Méditerranée depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais à la grande surprise de John Hooper, les révélations de son journal n'auront aucun impact. Pour les autorités italiennes, le naufrage de Porto Palo n'a jamais existé. 2 mois plus tard, en février 1997, premier rebondissement. Au sud de l'Italie, une patrouille maritime intercepte ce bateau poubelle. Il ne porte pas de nom, mais c'est un cargo à poissons qui transporte 130 clandestins. Tous ces éléments éveillent la curiosité de John Hooper. Un jour où j'écoutais la radio, on parlait d'un bateau qui avait été arraisonné dans le port de Reggio de Calabre. Et certains détails de la description de ce bateau coïncidaient avec ce que les survivants avaient déjà raconté en Grèce. Le cargo à poissons arraisonné par les Italiens a toutes les caractéristiques du vaisseau pirate. Il est maquillé pour le transport de clandestins. S'agirait-il du Johan, le cargo à poissons impliqué dans le naufrage fantôme au large de Porto Palo? John Hooper saute dans un avion et débarque sur le port de Reggio Calabria, accompagné de ce photographe, Franco Cuffari. Ensemble, ils grimpent à bord du mystérieux cargo. C'était un désordre invraisemblable. Il y avait des sacs par dizaines. Et il y avait aussi cette odeur âcre et très caractéristique d'un endroit dans lequel beaucoup d'hommes ont été enfermés ensemble. Le photographe tire plusieurs clichés de la proue du bateau. Il est intrigué par une superposition grossière de couches de peinture. La première photo que j'ai faite, c'est cette photo de la proue du bateau. On peut y distinguer une inscription. Et on voit très bien, très nettement que cette partie du bateau a été repeinte. À l'aide d'un logiciel spécialisé, Franco Cuffari commence à éclaircir l'image.
Il la trafique pour distinguer ce qui se cache sous cette couche de peinture. J'étais debout derrière lui quand il travaillait et progressivement on a vu le nom Johann apparaître peu à peu sous nos yeux. C'était un moment extraordinaire, on était vraiment émus. On a compris à ce moment-là que nous avions trouvé ce que nous allions appeler le bateau de la mort. C'était le minimum de preuves qu'il était nécessaire pour prouver que ces gens étaient vraiment morts. Car on n'a jamais retrouvé d'épave et on n'a jamais retrouvé de corps. Le journal de John Hooper publie un second article. On a trouvé le bateau de la mort. Cet article déclenche enfin une enquête judiciaire en Italie. Quelques mois plus tard, en juin 1997, coup de théâtre. Le commandant du Johann est arrêté par hasard dans un port italien. C'est un Libanais bien connu de la justice. Sa spécialité, le trafic de clandestins. Il s'appelle Youssef El Halal. Interrogé rapidement sur l'affaire du naufrage fantôme, il sera relâché sans être inquiété après quelques semaines de détention. C'était une histoire que les gens ne voulaient pas entendre. Et il faut se souvenir, c'était un événement très important. Ça l'était à l'époque et c'est encore aujourd'hui le plus grand désastre concernant le trafic d'immigrés. Et pourtant, ça n'a eu aucun retentissement. Les mois passent, les années s'écoulent. En Italie, tout le monde a oublié la légende du naufrage fantôme. À Porto Palo, 5 ans après le drame, la loi du silence plombe toujours le petit port. Mais un homme, un pêcheur, étouffe sous le poids du secret. Les pêches macabres de janvier 1997 le hantent. Cet homme, c'est Salvo Lupo. Au printemps 2001, alors qu'il pêche à une trentaine de milles de Porto Palo, son destin va basculer. Ce jour-là, son filet se bloque au fond de la mer. Or, à cet endroit, il n'y a pas de rocher. Il relève le point exact de cet accrochage, il remonte ses filets. À l'intérieur, une vision de cauchemar, comme 5 ans plus tôt. En remontant les filets, j'ai vu qu'ils étaient déchirés. Au milieu des poissons, il y avait plein de choses bizarres, des restes, des vêtements, des chaussures. Et il y avait aussi des os. Au milieu de cet enchevêtrement, il trouve un document qui l'intrigue. Cette pièce d'identité plastifiée. C'est celle d'un adolescent tamoul du Sri Lanka. Il a 15 ans. Il s'appelle Ampalagan Ganeshu. Cette carte d'identité, je l'ai rapportée à la maison. Je l'ai gardée quelques jours pour essayer de comprendre ce que je devais faire. Et puis je me suis dit que je ne pouvais pas cacher une telle chose. Salvo Lupo contacte alors un journaliste de Rome. Il travaille pour le prestigieux quotidien La Repubblica. Il s'appelle Giovanni Maria Bellu. Le pêcheur lui dit avoir découvert une carte d'identité qui proviendrait très certainement de l'épave du naufrage fantôme. Cette histoire, on n'en parlait plus depuis 5 ans. J'en avais un vague souvenir. En fait, c'est le terme « naufrage fantôme » qui a réveillé ma mémoire. Car c'était avec cette expression « naufrage fantôme » que l'histoire avait été racontée au début. Le journaliste reprend l'enquête. En Italie, il parvient à retrouver l'oncle d'Ampalagan. Celui-ci va reconnaître son neveu. On se rencontre dans un bar, devant son magasin. Et je lui montre la pièce d'identité. Et lui me montre des photos où on le voit à côté d'Ampalagan. C'était bien son oncle. Et là, il me dit qu'il attendait Ampalagan pour la nuit de Noël 1996.
Noël 1996, c'est précisément la date de la tragédie. Giovanni Maria Bellu est désormais convaincu que le naufrage fantôme a bien existé. Il se rend alors à Porto Palo. Il va enquêter sur ces pêcheurs qui auraient trouvé et rejeté en mer des dizaines de cadavres sans jamais en parler. Le 6 juin 2001, il publie dans La Repubblica un article qui fait sensation. Le bateau du naufrage fantôme, des dizaines de corps dans les filets des pêcheurs, rejetés en mer. C'était un énorme scandale. Les pêcheurs ont commencé à mentir. Ils ont dit que tout était faux. À Porto Palo, c'est la déflagration. Le village devient la honte de la Sicile. L'Italie est horrifiée. Porto Palo a désormais un surnom qui ne le quittera plus, le village des pêcheurs cannibales. Le cours du poisson s'est effondré. On a perdu beaucoup d'argent avec cette histoire. Et comme je l'ai déjà dit, lorsqu'on a vu sur Internet tout ce qui était écrit sur nous, les articles sur le village de Porto Palo, ça allait trop loin. On a décidé de prendre un avocat. Les pêcheurs de Porto Palo s'estiment victimes d'une injustice. Ils affirment avoir toujours aidé les clandestins, de passage. Comme le montrent ces images tournées en 2006, c'est par famille entière qu'ils débarquent régulièrement sur le port. En 15 ans, selon une estimation officielle, près de 10 000 clandestins ont en effet transité par Porto Palo. Nous avons 400 volontaires sur une population d'environ 3400 personnes. Je défie quiconque de trouver un pourcentage aussi élevé de bénévoles qui se consacrent à l'accueil des immigrants, non seulement en Italie, mais aussi en Europe. Porto Palo, c'est la porte d'entrée de l'Europe. C'est pour cette raison qu'autant de clandestins y débarquent. Dans le port, à côté des bateaux de pêche, on trouve un véritable cimetière d'embarcations exotiques. Ce sont des barques de clandestins abandonnés. C'est facile de rentrer ici la nuit. Il n'y a aucun contrôle dans le port. Il y a 15 ans, ici, toutes les nuits, des bateaux assez rapides arrivaient pour débarquer des clandestins. Et à chaque fois, c'était 10 à 20 personnes par nuit. Reste une question. Pourquoi les pêcheurs ont-ils alors rejeté en mer les cadavres du naufrage de Noël 1996 et gardé le silence sur leur découverte? En Sicile, on est méfiant vis-à-vis de la justice. 15 ans après les faits, les pêcheurs affirment avoir eu peur que leur bateau ne soit bloqué à quai pendant des mois, le temps de l'enquête judiciaire. À Porto Palo, on est 200 familles qui vivent de la pêche. Si on fait quelque chose de ce genre, on se met à parler. On bloque 200 personnes. Qui viendra nous aider si on reste bloqué pendant 40 ou 50 jours? Ça n'est vraiment pas possible. Ces pêcheurs ne vont pas pardonner à Salvo Lupo d'avoir révélé leur secret. Il a commis ce qui en Sicile est considéré comme un crime, il a parlé. Il va en payer le prix, il est rejeté par tout le village. En réalité, les problèmes les plus importants, c'est Salvo Lupo qui les a eus. Il a été victime d'ostracisme, de l'hostilité de son entourage, et il a été marginalisé. Ses enfants ont même été embêtés dans la rue. Bizarrement, malgré les nouvelles révélations de Giovanni Maria Bellu, les autorités italiennes ne bronchent pas. Aucune recherche n'est organisée pour tenter de retrouver l'épave, qui gît certainement au large du port. C'est à nouveau Salvo Lupo et le journaliste qui vont prendre les choses en main. Ils se mettent en tête de retrouver eux-mêmes l'épave. C'est le journal La Repubblica qui va financer cette expédition sous-marine totalement improbable. Mon journal s'est convaincu qu'il fallait faire cet investissement pour chercher l'épave.
Et on a eu la chance de rencontrer une société d'exploration sous-marine, la société Nautilus. C'est l'une des plus importantes en Italie. Ils se sont sentis concernés par cette histoire et ils l'ont prise à cœur. Une nuit de juin 2001, Salvo Lupo embarque à bord de son bateau le journaliste et 2 techniciens munis d'une caméra sous-marine télécommandée. Direction, la zone d'où le pêcheur a remonté la pièce d'identité. Nous sommes partis de nuit vers 4 heures du matin pour éviter de croiser des gens du coin, des curieux. Nous sommes arrivés sur la zone du naufrage à 6 heures. C'était sur le canal de Sicile, à l'endroit exact où le bateau avait coulé. Mais sur place, ils ne trouvent rien. La caméra, montée sur un sous-marin miniature, filme des heures, sans la moindre trace d'une quelconque embarcation. En surface, la tension monte. Tout le monde doute de Salvo. Et Salvo était fou furieux. Il était comme un dieu de la mer, en colère. Il était à bout. Il a alors attrapé l'ancre sur le pont et l'a jetée par-dessus bord. Il n'en pouvait plus. Et le bateau qui tanguait comme ça, se bloque. On jette alors le sous-marin et cette fois apparaît la silhouette de l'épave. Et c'était elle. Le petit bateau, le F-174, gît par 108 mètres de fond. La preuve indiscutable du plus grand naufrage en Méditerranée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ici ont péri 283 personnes, 166 Indiens, 92 Sri Lankais et 31 Pakistanais. Tous engloutis par la mer déchaînée le 24 décembre 1996. 5 ans après la catastrophe autour de l'épave, la caméra découvre un cimetière humain. Des vêtements en grande quantité, les clandestins les avaient enfilés par couches, ce qui a accéléré leur noyade. Et détail sordide, des ossements. Nous étions satisfaits, bien entendu, mais en même temps, il y avait un sentiment de tristesse. On venait de retrouver l'épave d'un naufrage dans lequel 300 personnes étaient mortes. Et là, on a compris qu'on ne pouvait plus parler de naufrage fantôme. 2 hommes, 2 teigneux, un pêcheur et un journaliste, ont réussi à prouver l'existence d'une catastrophe majeure dont personne ne voulait entendre parler. Le 15 juillet 2001, à la une du quotidien La Repubblica, nouvel article. Le bateau fantôme, les photos, ainsi sont morts 283 clandestins. C'est la 2e fois dans cette histoire que la vérité éclate grâce à des journalistes. Pour les proches des victimes, c'est un immense soulagement. Quand j'ai ouvert la Repubblica, le journal Repubblica, j'ai appelé immédiatement et j'ai demandé qu'on me passe le journaliste. Ils me l'ont passé et je l'ai remercié. Il m'a dit « Mais pourquoi me remerciez-vous ? Je vous remercie car vous avez réussi à trouver ce qui me manque depuis des années. Cette part de vérité qui me manquait. Personne ne m'a jamais cru. Et vous, vous avez réussi à découvrir la vérité. » En lisant l'article, cet homme n'a pas pu contenir son émotion. Je lisais et j'ai pleuré. J'ai pleuré parce qu'il y avait des gens de ma famille à bord. Des gens que j'avais connus enfants. En Inde, au Pakistan et au Sri Lanka, depuis 6 ans, ce sont 300 familles qui pleurent leurs proches, disparus dans le naufrage, dans l'indifférence générale. En Inde, la plupart des victimes étaient originaires de l'État du Pendjab.
direction le village de Paglana. Sadhuram appartient à la caste des intouchables. En Inde, les intouchables sont les gens les plus pauvres. Cet homme était manœuvre, payé à la journée, corvéable à merci. Il a perdu un fils de 19 ans dans le naufrage. Nous lui avons proposé de rester avec nous, de travailler ici. Mais il voulait partir. Il n'avait pas vraiment besoin de partir. Mais il voulait avoir une vie meilleure. À quelques kilomètres de là, le village de Rajpur. Amrik avait 18 ans lorsqu'il est parti d'ici. Il rêvait de faire fortune en Europe. C'était le fils unique de la famille Singh. Ceux qui sont partis à l'étranger, ils ont aujourd'hui de belles maisons en Inde. Notre fils aussi, il rêvait de ça. À la sortie du village, Shannan Kaur, malgré ses 70 ans, doit encore travailler dans les champs. Dans le naufrage, elle a tout perdu. Son fils de 25 ans et toutes ses économies. Nous avions payé 140 000 roupies et nous devions encore en verser 100 000 à son arrivée. 240 000 roupies, près de 4 000 euros, une fortune pour ces familles indiennes. On a mis tout notre argent et on a hypothéqué notre terrain pour qu'il puisse partir. Un mois après le départ de son fils, Shannan Kaur a reçu une lettre postée de Grèce lors d'une escale du bateau. Il y évoquait ses conditions de vie effroyables. Il écrivait qu'il devait boire de l'eau de mer et manger de l'herbe. Ce témoignage terrible a été confirmé par les 29 rescapés du naufrage fantôme. C'est dans le village de Tanda-Urmar que nous avons retrouvé l'un de ces miraculés, Susha Singh. En 1996, il était militaire. Sa femme était malade, il a eu besoin d'argent pour la soigner. Il a alors décidé de partir pour l'Europe. 3 mois de périple payés 250 000 roupies, environ 4 000 euros. 3 mois entre les mains de trafiquants sans scrupules. Pendant 3 mois, ils ne nous ont rien donné à manger. C'était pas facile. Ils ne nous nourrissaient que pour que l'on tienne debout, que pour nous maintenir en vie. Susha Singh a passé plusieurs semaines à bord du cargo le Johan. La terrible nuit du 24 décembre 1996 au large de la Sicile restera à jamais gravée dans sa mémoire. Cette nuit-là, la mer était très agitée, il y avait des grosses vagues, elles étaient énormes. Et puis, on nous a dit de nous préparer. On nous a dit que d'ici 1 heure, on allait être transféré sur un autre bateau. Susha Singh voit arriver alors un petit bâtiment de secours en mer datant de la Seconde Guerre mondiale, le F-174. Ils nous ont dit qu'on ne pouvait pas prendre nos sacs. Alors on a enfilé un maximum de vêtements sur nous. Le F-174, qui doit conduire les clandestins sur les côtes siciliennes, est un tout petit bateau. Il mesure à peine plus d'une quinzaine de mètres et il est en très mauvais état. Le bateau était fait pour une centaine de personnes. Mais on s'est tous précipités, on est monté dessus et rapidement on était 300. Devant nous il y avait les Pakistanais, ensuite il y avait nous les Indiens et derrière il y en avait encore d'autres. À bord du F-174, les hommes s'entassent sur le pont et dans les cales. Le petit bateau s'éloigne alors du cargo. Surchargé en pleine tempête, le F-174 commence à tanguer. Une voie d'eau dans sa coque va semer la panique à bord. Quand l'eau a commencé à monter, ils nous ont donné des seaux. C'était la panique. On a tous fait une chaîne et on enlevait l'eau. Chacun enlevait ce qu'il pouvait. Pendant une demi-heure, on a fait cette chaîne pour enlever l'eau. Mais l'eau a continué à monter.
On en avait jusqu'à la taille. Alors on est remonté sur le pont. Il y avait plein de monde. Il y avait environ 100-150 hommes. Il n'y avait pas de place. Alors on grimpait les uns sur les autres. C'était la panique. Réalisant que le F-174 est en péril, le Johan se porte à son secours, mais dans la manœuvre, il percute le petit bateau. Sur le pont, les jeunes garçons hurlaient. Tout le monde avait peur. Je me suis accroché à un câble. Je suis resté pendu 10 minutes. Personne ne pouvait m'aider. Et je ne pouvais aider personne. Puis l'équipage m'a remonté. Du bateau, il jetait des cordes. À ce moment-là, le petit bateau sur lequel j'étais était presque rempli d'eau. Je l'ai vu dériver, puis il a disparu. Le F-174 et sa cargaison de 283 clandestins coulent en moins de 20 minutes. Après le naufrage, le Johan a continué sa route vers la Grèce. C'est là que Susha Singh a été débarqué avec 28 autres survivants en janvier 1997. Aujourd'hui, il est à la retraite. Il regrette d'avoir dépensé toute sa fortune, 250 000 roupies, 3 500 €, pour ce voyage où il a failli laisser sa vie. Si j'avais pas tout dépensé pour ce voyage, aujourd'hui, je vivrais mieux. En Inde, devant la haute cour de justice du Pendjab, 32 trafiquants ont été jugés et condamnés pour cette affaire. En 1999, le propriétaire du cargo à poissons, le Johan, FTQ Zerboudakis, est condamné en Grèce à 6 ans de prison. En 2001, après la découverte de l'épave du F-174, la justice italienne se doit de réagir. À l'époque, Romano Prodi est président de la Commission européenne. Il pèse de tout son poids pour qu'un procès ait lieu. Pourquoi nous nous sommes sentis concernés? Parce que ces clandestins venaient en Italie. Et il y a un certain niveau de civilisation que l'on doit maintenir. Ils étaient quelque part les symboles de tous les clandestins qui étaient arrivés avant eux, de tous ceux qui étaient déjà morts avant eux. Démarre alors une saga judiciaire à rebondissement qui va durer 9 ans. La justice identifie 2 personnes considérées comme responsables du naufrage. Le commandant du cargo Johan, Youssef El Halal, le Libanais déjà arrêté par le passé pour trafic de clandestins. Et Tourab Ahmed Sheikh, alias Mr. Tony, le propriétaire du petit navire qui a coulé. Il est d'origine pakistanaise, installé dans l'île de Malte, officiellement comme restaurateur. Le premier acte se joue en 2003 au palais de justice de Syracuse. Mais le procès est expédié, les témoignages des survivants et des familles sont balayés, les 2 accusés sont acquittés, faute de preuves. C'est la consternation. D'un côté, ça me faisait rire. Mais de l'autre, c'était quand même douloureux d'entendre le président du tribunal dire qu'il n'y avait pas eu de preuves suffisantes au regard de la loi. En Inde, l'acquittement des 2 hommes provoque un scandale. Balwant Singh Khera, un politicien du Pendjab, a créé une fondation pour les victimes. Il confectionne cette banderole et il part pour le Vatican. Il veut rencontrer le pape pour lui faire part de son indignation. Punissez les criminels. Quand on a été à Rome, on s'est dit qu'on irait voir le pape. Mais on a été arrêté par la police. On ne comprenait pas ce qu'ils nous disaient. Ils nous ont emmenés au poste. Ils nous ont gardés 2-3 jours. Ils ont dit « Vous avez commis un crime. Vous avez manifesté. C'est pour ça qu'on vous arrête. »
Il y avait des familles de victimes, des gens inquiets qui n'avaient rien fait de violent. Ils n'avaient même pas scandé le moindre slogan. Au Pakistan, un homme organise lui aussi des manifestations. Zabiullah a perdu un fils dans le naufrage. On a fait des banderoles et on était 4000 personnes. On est allé manifester devant l'ambassade d'Italie à Islamabad. Il se déplace aussi dans les écoles, où l'on raconte l'histoire des naufragés de Porto Palo. Vous connaissez l'Italie ? La majeure partie des gens qui quittent le pays travaillent en Italie. Vous savez qu'il y a un bateau qui a coulé dans la mer italienne ? Il y avait beaucoup de gens de notre ville à bord, et ils se sont presque tous noyés. Parmi eux, il y avait Habib, le fils de Zabiullah, qui a étudié dans cette école quand il était petit. 2009, Sicile, la justice italienne va basculer. Un procès en appel se tient devant la cour d'assises de Catane. Le nouveau procureur, Giulio Toscane, monte un nouveau dossier à charge contre Youssef El Halal, le commandant du Johan, et Mr. Tony, le propriétaire du petit bateau qui a coulé. En novembre 2009, les deux accusés sont condamnés à 30 ans de prison pour homicide volontaire. Ce sont les peines les plus lourdes jamais prononcées contre des trafiquants de clandestins. Le commandant El Halal a été condamné parce qu'il était le commandant du bateau, le Johan. Et donc c'est lui qui aurait dû porter secours aux personnes qui étaient en train de se noyer. L'avocat des familles de victimes indiennes et sri-lankaises, Paolo Reale, va faire la démonstration que le commandant El Halal et Mr. Tony avaient une parfaite conscience des risques qu'ils prenaient le soir du transbordement. Ceux qui entassent des clandestins dans des conditions pareilles savent qu'ils mettent la vie de ces personnes en danger. Si je mets 400 personnes dans un bateau prévu pour en contenir 10, je ne peux pas ensuite dire que j'ignorais qu'ils pouvaient couler. Simonetta Cresci, l'avocate des 32 familles pakistanaises, va revenir sur le cynisme des deux trafiquants, pour qui les clandestins n'avaient plus la moindre valeur. Mais pourquoi sont-ils morts? Parce qu'ils avaient payé. Ça n'intéressait plus les trafiquants de récupérer des naufragés. Ils ne voulaient pas s'embêter ou perdre du temps. De toute manière, les clandestins avaient payé. Ils étaient devenus une marchandise qui n'avait plus aucune valeur. Le commandant El Halal a été condamné par contumace. Il n'a pas assisté à son procès. Un temps reconverti comme brocanteur en France, il a disparu de la circulation en 2003. Il nous a fallu 6 mois pour retrouver sa trace. Au Liban, son pays natal. Il y travaille désormais dans une épicerie. Pour lui, le verdict de la justice italienne pour homicide volontaire est totalement injuste. Homicide est volontaire en plus. C'est moi que j'ai voulu les tuer, assassiner. Les Italiens veulent un bouc émissaire. Que le bouc émissaire? C'était moi. Ils ne pouvaient pas trouver un autre. Selon lui, il a fait tout ce qu'il pouvait pour sauver les clandestins. On a jeté tous les moyens de sauvetage qui étaient sur le Johan dans la mer. De la lumière? Les phares? Les lumières, les RFD, là, le bateau gonflable. On a donné tout ce qu'il y a des bouées et tout ça. On a jeté tout ça en mer. Et quand je ne l'ai plus vu, je ne l'ai plus sur mon radar ou bien n'importe quoi, j'ai fait des recherches pour 3 heures. 15 ans après les faits, il affirme n'avoir été qu'un simple exécutant aux ordres. Le responsable, c'était le propriétaire du Johan, le grec Zerboudakis, déjà condamné à Athènes. Eftirios Zervoudakis, le propriétaire du Johan,
Et c'était celui qui a donné l'ordre de toute l'opération, du transportement et tout ça. C'était pas moi le responsable. Moi, je suis responsable de la navigation, rien du tout d'autre. Si Youssef El Halal nie sa responsabilité dans le naufrage, il reconnaît avoir convoyé des clandestins à bord du Johan. Je suis coupable du transport de clandestins. Ce qui se passe, selon la justice, par un transport de clandestins. C'est pas par assassin. Moi, je ne suis pas assassin. Le commandant affirme même que les clandestins étaient bien traités à bord de son bateau. Mon équipage était bien, on leur donnait de la nourriture, des bonbons, des cigarettes gratuitement. Ils n'avaient pas faim, ils n'avaient pas soif, ils n'avaient pas soif. Le commandant se voit comme un prestataire de service. Il fournissait de la main-d'œuvre. Il réfute le terme de négrier. Il n'y a pas de négrier, sauf celui qui achète et qui vend. Moi, j'ai jamais acheté ni vendu, j'ai transporté. L'autre condamné dans cette affaire se trouve à Malte. Il a été surnommé le prince des négriers. C'est Tourab Ahmed Sheikh alias Mr. Tony. Lui aussi, nous l'avons retrouvé. Il a fait rentrer des milliers de clandestins en Allemagne et en Italie. Entre 1987 et 1996, il a bâti une fortune grâce au trafic d'êtres humains. Aujourd'hui, il est ruiné. Il vit seul dans un petit port de Malte et il attend résigné son extradition. Je n'arrête pas d'y penser. Prison à vie, avec un minimum de 30 ans, sans remise de peine. Donc je ne pense pas que si je vais en prison, j'en ressortirai vivant un jour. Le soir du drame, Mr. Tony ne se trouvait pas à bord de son petit bateau, le F-174. Par peur de la tempête, il était resté à terre et s'était d'ailleurs disputé avec ses associés. C'était 3 personnes contre une. Il y avait Marcel, Eftichius et Dionysos. Ils étaient à 3 contre moi. Ils m'ont dit « Tu n'as pas de cran. Nous, on a du cran. On va y aller. » Je leur ai dit « Si vous avez du cran, alors allez-y. » Les associés de Mr. Tony prennent la mer, mais ils ne les laissent pas tomber. Depuis le haut de cette falaise, ils restent en contact radio avec eux. Le port où était le F-174 était là-bas. Il est parti, donc parti de là-bas, et ils m'ont demandé de vérifier s'il n'y avait pas de patrouille côtière, que la route soit dégagée. J'avais un talkie-walkie, j'ai regardé, je me suis assuré que tout était dégagé, et je leur ai dit qu'ils pouvaient y aller. Et ils sont passés. Vers 22h, son petit bateau passe sur ce chenal pour rejoindre le Johan au large et procéder au transbordement des clandestins. Au milieu de la nuit, Mr. Tony est le premier informé du drame. J'ai reçu un appel vers 3h du matin et on m'a dit « Il y a un gros problème ». J'ai demandé « Qu'est-ce qui s'est passé ?» On m'a appelé du Johan et on m'a dit « Les 2 bateaux se sont percutés et le F-174 a coulé et beaucoup d'hommes sont morts. » Et qu'avez-vous fait? J'ai pris une bouteille de whisky, je l'ai bu et j'ai dormi. 2 de ses associés se sont noyés avec les 283 clandestins. Mr. Tony a gardé, de cette nuit-là, le souvenir d'un cauchemar. Je n'aime pas revenir sur tout ça. Ce ne sont pas de bons souvenirs. En fait, j'ai plutôt envie de sauter. C'est sur cette falaise, dans la nuit du 24 décembre 1996, que les juteuses affaires de Mr. Tony se sont arrêtées net. Au cours de son enquête, la justice italienne a découvert
que Mr. Tony était l'un des rouages d'un gigantesque trafic de clandestins. Les candidats à l'immigration étaient d'abord recrutés dans tout le sous-continent indien. Ils transitaient essentiellement par la Turquie et la Syrie. Puis une centaine d'intermédiaires depuis les ports turcs, syriens, libanais, égyptiens et grecs les transportaient vers le Yohan, basé au milieu de la Méditerranée. Le Yohan, c'était la pièce maîtresse du réseau. Il était préparé pour transporter 100 personnes, des lits de 100 personnes et de la marchandise en même temps. Mais par rapport au poids ou bien aux normes indiennes, il transportait 600 ou 800, il n'y a pas de problème. Le Yohan mouillait toujours dans les eaux internationales pour échapper à tout contrôle. Le Yohan était toujours dans les eaux internationales, car personne n'a le droit d'intercepter un bateau dans les eaux internationales. Aucun pays ne peut y appliquer sa juridiction, ni les Maltais, ni les Italiens. Quand le Yohan bondait de clandestins arrivés au large de Malte, Mr. Tony prenait le relais pour les transporter jusqu'en Sicile. Il s'était constitué une véritable flottille de bateaux-taxis clandestins. Toute l'opération était comme un gâteau. Certains faisaient leur partie, d'autres une autre partie. La dernière part du gâteau, c'était moi. Je devais transporter les gens du Yohan en Sicile. C'était la dernière partie du gâteau. Ce trafic a duré une dizaine d'années. C'était de l'argent gagné facilement. Il n'y avait ni règles ni loi. On ne se disait pas celui-ci doit payer tant ou celui-là tant. Les Arabes étaient ceux qui payaient le moins. Même s'ils n'avaient pas d'argent, je les prenais quand même pour quelques centaines d'euros. Les Sri Lankais, eux, ils avaient beaucoup d'argent. Ils étaient prêts à dépenser jusqu'à $3000 pour se rendre en Sicile. Et les Marocains, les Tunisiens, ils ne payaient pas beaucoup. Non, ils essayaient toujours de marchander. Pour transférer les clandestins jusqu'aux côtes italiennes, Mr. Tony utilisait des bateaux-taxis comme celui-ci. C'était la partie la plus risquée, mais la plus rentable du trafic. Aujourd'hui encore, ces bateaux-taxis rapportent gros aux trafiquants. Selon le commissaire Parini, qui dirige les enquêtes sur l'immigration clandestine en Sicile. En faisant un calcul concret, pour une personne qui paie 2000 €, vous faites le calcul, vous multipliez par 30 personnes, c'est ce que contient une barque. On arrive à 60 000 €. Alors, on retire de ces 60 000, 6 000 € pour le prix du bateau et le moteur. Tu enlèves encore 100 € pour la nourriture. Les trafiquants ne mettent jamais plus de 100 € à peu près pour 30 personnes. Au final, l'organisation gagne énormément. Vous êtes d'accord pour dire que vous faisiez de l'argent sur la misère du monde? Oh, écoutez, il y a toujours des gens qui critiquent ce que vous faites. Mais ces clandestins-là, ils payaient pour aller faire de l'argent à leur tour, vous comprenez? Et après, ils faisaient venir leur famille. À les entendre, les trafiquants se voient uniquement comme des fournisseurs de main-d'œuvre bon marché. Ils revendiquent même leur contribution au développement économique de l'Europe. Si vous voulez, ils étaient l'ANPE illégal. C'est où il y a de demandes d'emploi et il y a des offres d'emploi, alors c'est comme ça. Les Italiens travaillent pour 50 € par jour. Et cette main-d'œuvre bon marché, elle fait le même boulot pour 10 € par jour. Et souvent, ils travaillent même mieux que les Italiens. Combien de villages ont été bâtis par ces clandestins-là? Ai-je fait quelque chose de mauvais d'envoyer ces gens-là à petit prix de bâtir des villages italiens qui sont morts parce qu'ils ne font pas la reproduction nécessaire pour faire des enfants? Le gouvernement italien devrait me donner une décoration, une médaille, en guise de reconnaissance pour les faveurs que Tourab leur a faites, en envoyant ces travailleurs qui ont contribué au boom économique italien. Et ça grâce à qui? À Tourab. Mr. Tony fanfaronne.
Mais 15 jours après cette interview, il sera retrouvé mort à son domicile maltais. Les enquêteurs évoqueront un suicide par ingestion de médicaments et d'alcool. Le commandant Youssef El Halal est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Le Liban n'extrade pas ses ressortissants, alors il ne risque rien. 14 ans après le naufrage, il ne craint pas de narguer la justice italienne. Je leur ai dit par Internet à plusieurs reprises, venez me prendre. Ils ont envoyé un mandat d'arrêt. Ils les ont envoyés au diable. Qui les a envoyés? La justice libanaise. Giovanni Maria Bellu, le journaliste de la Repubblica, a pris du galon. Il est devenu directeur du journal de gauche, l'Unità. En Inde, certaines familles de victimes ont touché 50 000 roupies, 800 €, d'indemnité de la part de l'État indien. Mais pas Sousa Singh. Il a survécu au naufrage, il n'a droit à rien. Aujourd'hui, j'ai plus rien. J'avais tout mis dans ce voyage. Et cette histoire a gâché ma vie. Ici, certaines familles continuent à espérer que leurs fils ne se sont pas noyés au large de la Sicile. Que le naufrage fantôme en était vraiment un et que ces enfants réapparaîtront un jour. Ça fait 15 ans qu'on n'a pas de nouvelles. On commence à perdre espoir. Seule sa mère continue à espérer. Elle croit qu'il reviendra un jour. On a encore l'espoir qu'il revienne. Il doit bien être quelque part. Salvo Lupo, le pêcheur, celui qui a dévoilé la vérité, est devenu un paria sur le port de Porto Palo. Il ne peut plus y travailler, il est désormais marinier dans la pêche industrielle. Il passe des mois en mer, il garde toujours sur lui la carte d'identité d'Ampalagan. Quant au navire fantôme, tombeau d'Ampalagan et de ses 282 compagnons d'infortune, 2 millions d'euros avaient été débloqués en 2006 par le gouvernement Prodi pour le renflouer. Mais ça n'a jamais été le cas. 15 ans après la terrible nuit de Noël 1996, le F-174 gît toujours par 108 mètres de fond, au large de la Sicile.